La question suivante était pour moi, bon, quand on voit tout ça, intelligence artificielle, réalité virtuelle, augmentée, mixte, objets connectés, technologie 3D, tablettes tactiles, les personnages, les hologrammes, tout ça, ça doit coûter cher. Est-ce que ça coûte vraiment beaucoup plus cher, toutes ces technologies? Vous avez parlé d'une activité qui se rentabilisait bien parce que les gens étaient prêts à payer plus cher pour ça. Quand vient le temps de choisir ce qu'on va utiliser comme nouvelle technologie numérique, quand on fait une stratégie qu'on développe, où est-ce que la composante budget, coût, bénéfice entre en ligne de compte? Comment on gère? Comment on choisit? Je vous écoute, toutes les 5, vous êtes bien placées pour répondre. Je vais peut-être en parler un peu. Mais le micro un petit peu plus près de vous. D'accord, je n'osais pas trop, je ne voulais pas... Non, osez. D'accord. Oui. Donc, oui, moi, je m'en parlais un petit peu parce qu'à Pointe-à-Calière, oui, nous, on utilise beaucoup les technologies, c'est une nécessité. On essaie de faire vivre ces vestiges. Donc, c'est évident que je dirais que dans les budgets d'exposition temporaire, ça ne peut pas entrer dans un budget d'exposition temporaire. D'abord, souvent, la technologie demande un certain temps à développer, puis on n'a souvent pas nécessairement ces temps-là dans le cadre des expositions temporaires. Dans le cadre des expositions permanentes, on a un peu plus de temps à développer ces projets-là, mais ce qui est central au projet d'exposition permanente utilisant la technologie, c'est certainement la pérennité. Dans les choix qui sont faits, c'est vraiment la question de la pérennité est très importante dans les choix des techniques, des éléments qu'on utilise dans la technologie. Donc, je parle des projecteurs, je parle des systèmes de contrôle. Donc, le choix des équipements est essentiel et crucial pour ne pas avoir besoin de remplacer les équipements à toutes les années. Et la simplicité aussi dans l'entretien des systèmes parce que, évidemment, on travaille avec des petites équipes techniques. Tous les musées travaillent généralement avec des petites équipes techniques et donc la simplicité d'entretien doit aussi faire partie de l'équation. Donc oui, les budgets sont des budgets plus importants que les expositions temporaires, mais il faut, dans le fond, dans les choix qu'on fait, essayer d'être le plus intelligent possible par rapport au choix des technologies. C'est central. Oui, merci. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je vais rebondir. Effectivement, l'enjeu, alors il y a toujours un investissement initial, mais l'investissement initial, c'est... Enfin, bon, alors évidemment, il peut être conséquent ou pas, mais en tout cas, ça se construit généralement dans un projet global et on a une part du projet qui peut être dédiée au numérique. Ça, c'est pas le plus compliqué, d'autant qu'en plus, on arrive parfois à créer des partenariats avec des prestataires techniques. Donc là, on peut encore s'arranger pour que les coûts initiaux soient réduits. Le problème, il n'est pas là. Enfin, la question, elle n'est pas là. La question, elle est vraiment dans la durée et la pérennité. C'est-à-dire que investir dans des projets comme ça, c'est surtout investir dans la durée. Il faut absolument des budgets de fonctionnement derrière, des budgets pour renouveler les contenus, pour renouveler le matériel, pour la maintenance. Et ça, c'est important. Et ça change un peu le paradigme. C'est-à-dire qu'avant, quand on faisait une exposition, une fois qu'elle était installée, elle était terminée, on l'a dit hier. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on fait une exposition, c'est le début du multimédia et de sa maintenance et de sa gestion. Et c'est là où il faut absolument prévoir les budgets. Et ça, c'est des budgets sur lesquels il faut vraiment les défendre bec et ongle, parce que sans ça, ça ne fonctionne pas derrière. C'est hyper important à défendre auprès de nos directions et ça fait partie de l'économie du projet. Je rebondis aussi là-dessus, ça crée un effet déceptif majeur, c'est-à-dire qu'une installation numérique qui ne fonctionne pas, c'est pire que tout. Et c'est vrai qu'on met souvent du temps, de l'énergie, des budgets à créer les choses, mais l'entretien au quotidien et la formation des agents, très important en fait, in situ, c'est-à-dire d'avoir un personnel d'accueil qui est capable de répondre aux questions ou en tout cas de savoir comment gérer s'il y a une panne ou une problématique. C'est vrai que c'est sur les parcours permanents. Il y a juste un élément qui est très important, ce que je disais au début de mon intervention sur le fait qu'on est dans un univers mouvant. Ça pose beaucoup de questions et il faut tester des nouvelles technologies. La vidéo que je vous ai montrée sur les casques HoloLens, on l'a testé. C'était une expérimentation pendant 2 jours. On l'a fait tester à 200 personnes. Pourquoi? Parce que, un casque comme ça vaut 4 000 €. Donc, si on le perd, si on le casse, ça devient compliqué. Et vous vous doutez que si c'est pour un lieu où on accueille plusieurs milliers de visiteurs par jour, c'est pas possible financièrement. Donc, on attend de voir si ces casques-là vont avoir un prix qui va baisser, qui va faire qu'on saura le gérer. En revanche, il ne faut pas non plus faire des choix technologiques en fonction du prix et des budgets, parce qu'on risque, encore une fois, de perdre notre âme et notre discours. Nous, on a choisi de ne pas travailler sur des casques type Oculus Rift qui ferment le visiteur, parce qu'on veut garder cette expérience in situ, le lien avec les autres, et on voulait un dispositif ouvrant. Et pendant cette journée d'expérimentation, on a aussi posé la question aux visiteurs,
une fois qu'ils avaient fait cette expérience, de leur dire combien vous seriez prêt à payer pour avoir accès à cette expérience complémentaire. Est-ce que le musée, le monument doivent fournir ça gratuitement, comme les applications de visite, ou est-ce que c'est un nouveau modèle économique complémentaire? Ça, c'est une question qui reste ouverte aujourd'hui pour savoir si ces modèles-là concurrencent ou pas des dispositifs comme les audioguides qu'on fait payer aujourd'hui en prix supplémentaire à la visite. L'histopad dont je vous parlais à la conciergerie, on le vend, c'est 6 € de plus sur le billet d'entrée, et aucun des visiteurs jusqu'à présent ne nous a dit que c'était un frein à l'utilisation. Et on a 95% de satisfaction sur la visite. Et pareil, comme on l'a dit hier, une visite, on sait, parce qu'il y a des beacons qui suivent le parcours à l'intérieur, qui est rallongée de quasiment une demi-heure à 3/4 d'heure, selon qu'ils sont tout seuls ou en famille. Donc on sait que ça procure une visite enrichie et qu'il y a peut-être un équilibre économique. Certainement que ça ne remboursera pas tous les investissements, mais une certaine compensation financière aussi en faisant payer les visiteurs. J'ajouterais que pour le Musée de la Civilisation, ce qu'on fait beaucoup, parce que les exemples que je vous ai présentés, ce n'est pas des expositions permanentes. Donc, question de pérennité, ce n'est pas dans ces expositions-là qu'on peut penser comme ça. Par contre, on a un parc technologique qu'on essaie de réutiliser d'une exposition à l'autre quand c'est possible. Donc, on commence d'abord par voir avec les équipements qu'on a ce qu'on peut faire. Ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est du développement à l'interne et du développement à la pièce. Donc, on n'achètera pas, par exemple, souvent, disons, un logiciel existant qui a des coûts qui sont reliés à ça. Souvent, ça va souvent être un développement selon nos besoins. Pour être original aussi, c'est pas seulement une question de coût, là, mais on essaie de développer des choses nouvelles souvent aussi. Oui. Mais un autre exemple que je pourrais donner, c'est que par rapport à une exposition permanente, par exemple, sur nos collections, on a des expositions permanentes sur nos collections. L'exemple de sortir de sa réserve que je présentais tout à l'heure, on s'est lancé un petit peu plus fort dans la technologie, justement, en se disant, bien, on n'a pas à penser à la pérennité dans le sens où on peut y aller pour quelque chose d'expérimental, on peut y aller pour quelque chose qu'on n'a pas besoin de prévoir, qui va durer 10 ans en termes de technique, parce que l'exposition est présentée pendant 1 an et demi. Donc, c'est le genre de position qu'on a au musée. Madame Beaulois, voulez-vous ajouter quelque chose ou je vous garde pour tout à l'heure pour parler de B-Museum? Non, je confirme effectivement que, dans l'occurrence, le projet Bruegel dont je vous ai parlé, c'était dans les collections permanentes. Oui. Et effectivement, c'est... pour revenir aussi sur le partenariat privé-public, une fois que le projet a été lancé, le partenaire, après, il n'est plus là au jour le jour dans les salles. Et donc, c'est ce que j'ai rapidement évoqué dans le cadre de la présentation. Si le personnel de médiation dans les salles ou de gardiennage même n'est pas formé, que les équipes en interne, que ce soit les IT ou les conservateurs, n'ont pas les informations pour mettre à jour, etc., c'est sûr que ça devient très rapidement obsolète. Oui. Ou alors, ça tombe en panne. Et il n'y a rien de pire, comme dit Laure, d'avoir un écran hors d'usage momentanément dans les salles. Belle image, ça, c'est vraiment pas un bon signal à envoyer aux visiteurs. Donc, voilà. Oui, donc il faut aussi faire le suivi de tout ça. Merci beaucoup. On a une question dans la salle. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question pour Anne-Elisabeth. Surtout, j'étais vraiment intriguée par rapport à la question de la Artificial Intelligence pour les personnages historiques, au niveau du développement des contenus. Ça a été quoi le processus de comprendre qu'est-ce qu'un visiteur peut poser comme question à ces personnages-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent répondre? Est-ce qu'il y a des sujets qui sont hors limite? C'est quoi le processus de comité scientifique ou éditorial qui a été derrière cette partie-là? Donc, okay, merci. Et vous êtes madame de quel endroit? Oui, c'est Geneviève Anjou-Monod de GSM Project. OK, merci. Oui. Oui, alors effectivement, la question est super intéressante parce que ça fait partie du processus de ces projets-là. Donc, la mise à jour historique était dans ce cas-là vraiment cruciale. Donc, dans le projet, en 92, les personnages pourraient répondre à environ une trentaine de questions qui étaient déjà préenregistrées. Le système était quand même assez intuitif, c'était intéressant. Il y avait 3 premières questions. On choisissait une question, le personnage répondait à une question, puis ensuite, ça amenait à d'autres questions. Donc, il y avait comme un fil de questions qui sortait. Là, dans le cadre du projet, on a donc les systèmes sont beaucoup plus puissants, donc on peut
si on veut, nourrir le système de beaucoup plus d'informations qu'on pouvait les nourrir initialement. Donc, des recherches approfondies ont été faites sur les 3 personnages, principalement sur Élisabeth Bégon, qui va être notre personnage principal. L'information historique disponible sur elle, elle est vraiment incroyable, puisqu'Élisabeth Bégon tenait son journal intime. Il est extrêmement détaillé. Donc, ces informations-là sont en cours d'être intégrées dans le système. Ensuite, un autre élément peut-être à mentionner, que je n'ai pas eu le temps de mentionner tout à l'heure, c'est les personnages eux-mêmes. Alors, on a, nous, choisi de ne pas aller vers des personnages synthétiques, donc vers le 3D synthétique, mais d'utiliser vraiment de vraies personnes qui incarnent vraiment ces personnages-là. Et donc, ils ont été, eux, photographiés, numérisés, avec 175 caméras numériques, dans à peu près une trentaine de positions, avec 15 expressions faciales différentes. Ce sont des comédiens québécois que nous connaissons, donc on est contents. Et donc, le système ils vont donc aussi, avec l'expression faciale, pouvoir répondre aux questions de façon appropriée, si on veut. Et puis donc, 600 questions, en fait, vont être initialement insérées dans le système avec 600 réponses. Quand les gens posent des questions, la question risque peut-être de ne pas être linéaire, c'est-à-dire telle qu'entrée dans le système, mais le système peut détecter les différents mots, va chercher des mots-clés, va fonctionner par thématique et ensuite le personnage va offrir une réponse. Si le personnage ne peut pas détecter les mots-clés, ne comprend pas, si la question est complètement hors champ, alors le personnage va proposer de discuter d'un sujet ou d'un autre avec le visiteur. Wow. Donc, voilà. C'est un peu comme quand on discute avec Siri, si jamais on pose une question qui n'a aucun sens, elle nous relance sur autre chose. Mais écoutez, moi, quand j'entends ça, je me dis c'est une complexité, c'est d'une technologie de fine pointe. Est-ce que c'est des outils extrêmement dispendieux, ça? Est-ce que ça coûte une fortune? Dans le cadre de projets comme ceux-là, qui sont vraiment des projets de développement, c'est un partenariat avec la Société des arts technologiques, avec Luc Courchaine, qui avait effectivement réalisé nos premiers personnages et avec qui on était resté en contact, nous, durant toutes ces années, parce que Luc nous aidait à faire la mise à jour des systèmes pour pouvoir conserver, dans le fond, nos personnages actifs. Et donc, lui, avec les technologies qui évoluent, comme c'est un artiste qui est extrêmement connaissant au niveau technologique, bien, il nous a dit oui, on les renouvelle, puis voici les possibilités. Donc, c'est sûr que c'est un projet à risque, parce que la technologie est en développement. Je vous dirais, quand on a commencé à travailler sur le projet en janvier dernier, Google Speech n'était pas aussi efficace qu'il l'est en ce moment. Donc, la technologie évolue extrêmement rapidement. Donc, il y a certainement des mises à jour qui vont pouvoir être faites dans les années à venir. Et avant de passer à la question de monsieur, il faut, Madame Pressac l'évoquait, il ne faut vraiment pas que ça tombe en panne, ce truc-là. C'est parce que c'est tellement une technologie vedette, là. Et il faut ça fait partie de la gestion de risque des projets comme ceux-là. Oui. Donc, au fil du temps où on évolue, certaines décisions sont prises d'aller ou non de l'avant avec certains éléments de la technologie qui sont encore trop instables, par exemple. Oui. Donc, oui, il y a une gestion de risque à faire en cours de route. Le prototypage est extrêmement important. Donc, nous, on prototype. Là, on a commencé à travailler essentiellement sur le projet, je vous dirais, en décembre, janvier dernier. On prototype déjà depuis le mois de mai dernier. Donc, et puis là, c'est de cette façon-là qu'on arrive à éliminer ou à conserver certains éléments qu'on veut garder pour nos personnages virtuels. OK, merci, c'est fascinant. Monsieur? Oui, bonjour, je m'appelle Laurent Michel Tremblay. Je trouve toujours intéressant de voir sur un panel, puis voir aussi dans notre communauté, des musées d'histoire, de société, de sciences et aussi des musées d'art. Il y a toujours des postures par rapport aux moyens, aux médiums, à la médiation qui est différente. Puis si je voudrais m'adresser à Mademoiselle Musée de Bruxelles sur l'exposition Bruegel, où on sent dans votre discours une certaine retenue par rapport au déploiement de la technologie pour s'assurer de respecter l'œuvre, respecter le pouvoir évocateur de l'œuvre. J'ai deux questions. Ma première, c'est de savoir, lorsque vous commencez à développer un projet, j'imagine que directement en amont,
il y a tout de suite des collaborateurs qui s'inscrivent dans le projet, des collaborateurs qui peuvent apporter leur point de vue technologique et aussi leur point de vue de l'expérience qu'on veut vivre à travers le numérique. Puis ma deuxième question, c'est de savoir quelle est votre zone de confort dans justement l'utilisation de ces technologies. Jusqu'où vous pouvez aller sans dénaturer la relation intime que le visiteur peut avoir avec l'œuvre? Merci pour cette question. C'est vrai que ça a été la plus grande difficulté que moi j'ai rencontrée. J'ai eu la chance d'avoir en fait un directeur qui était à la fois mon directeur de recherche et d'institution, qui était donc plutôt pour soutenir ce projet. Mais à part lui et moi, je dois bien admettre qu'on était à peu près les seuls en interne, y compris l'informaticien, parce que bon, tout de suite c'est compliqué quand on a un système qui fonctionne fermé en fait, d'intégrer tout de suite d'autres technologies. Donc ça a été énormément de discussions et c'était ça aussi la difficulté de la confrontation avec Google. Le rythme de travail est extrêmement différent entre d'un côté, on va dire plutôt un type de fonctionnaire qui marche avec des marchés publics, des procédures très hiérarchisées, très administratives, et de l'autre côté, une entreprise comme Google qui a une armée de personnes extrêmement compétentes dans tous les départements qui fonctionnent à l'objectif et pas avec des créneaux horaires, on va dire. Mais donc oui, ça a été un gros travail en amont pour expliquer les intentions du projet et surtout pour leur faire comprendre qu'il était hors de question de dénaturer le propos de l'artiste. Et encore, j'utilise des guillemets. Je prends un exemple très simple. Les peintures, c'est de la 2D. Avec les cardboards, par exemple, il s'agissait de faire de la 3D. Où est la limite entre l'interprétation et ce que l'artiste a voulu transmettre et ce que le musée est censé, en tant que garant et dépositaire de ce patrimoine, transmettre et diffuser auprès du public. Et c'est pour ça que je pense que ce projet est passé à travers un projet de recherche scientifique financé par le Fonds national de la recherche scientifique, et ça a ouvert peut-être, en tout cas j'espère, une certaine voie. Il y a des dérives qu'il faut éviter et en même temps c'est important aussi d'avoir des sortes de garde-fous avec les scientifiques avec lesquels moi j'ai travaillé, les conservateurs pour lesquels j'ai énormément de respect évidemment, et qu'il est absolument indispensable de conserver pour garder justement cet équilibre entre deux forces parfois antagonistes. Et alors, la deuxième question... C'est la zone de confort, jusqu'où vous êtes prêt? La zone de confort. En fait, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que j'étais particulièrement intéressée par la question des hologrammes. Maintenant, je travaille dans une nouvelle institution. Et c'est une opportunité pour moi parce qu'on part de rien. On n'a pas de bâtiment, presque pas de collection, même pas d'équipe. On était 3 à la base, on est une petite dizaine aujourd'hui. Et on est justement en train on part d'une page blanche, on peut tout imaginer, tout est possible. C'est extrêmement excitant. Mais il faut aussi pouvoir un petit peu canaliser les envies et mieux cerner les besoins. Par exemple, là, je discutais avec mon patron qui aimerait beaucoup, je pense qu'il a beaucoup regardé Star Wars, et il aimerait beaucoup avoir des artistes qui parlent comme des audioguides avec des hologrammes, etc. Et donc, effectivement, je suis assez intéressée d'entendre l'expérience qui est menée à la Pointe-à-Callieres. Mais là aussi, la question de... l'avantage du journal intime, c'est qu'on peut un peu imaginer ce que l'artiste avait, enfin l'artiste ou le personnage historique avait dans la tête. C'est pas toujours le cas de tout le monde. Donc là aussi se pose la question de l'interprétation. Et pour moi, c'est ça, sortir de sa zone de confort, c'est se poser la question de jusqu'où on peut aller, indépendamment des questions techniques et technologiques. Voilà. Ok, merci. Oui, monsieur, vous êtes? Bonjour, Henri Joachim, la Fabrique Créative. Je suis scénographe à Paris. Et je voulais apporter une autre vision peut-être des choses, puisque depuis hier, on entend surtout la vision du maître d'ouvrage, de l'exploitant. Je voulais apporter la vision finalement du maître d'œuvre et de tout ce qui passe derrière, donc toutes les équipes en fait qui sont là aussi pour la réussite de l'outil numérique et de l'expérience numérique.
Donc, notamment, je rebondis sur ce que on parlait tout à l'heure du coup de scénographie, et on parlait notamment d'un projet réalisé pour le Centre des Monuments Nationaux, dont nous avons été justement le concepteur pour le monastère royal de Brouille et l'hologramme de Marguerite d'Autriche notamment. Donc sur ces expériences, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est on parle de délai, on parle de budget. Pour qu'elle soit réussie, il faut qu'il y ait un délai suffisamment important pour que toutes les équipes derrière vous, maîtres d'ouvrage, puissent travailler et œuvrer pour que ça fonctionne. Et il faut qu'il y ait un budget aussi cohérent. On parle de budget d'exposition temporaire, de budget d'exposition permanente, de maintenance, beaucoup de sujets. Et on est aussi là, nous, avec nos équipes derrière, les concepteurs numériques, producteurs, concepteurs, éclairagistes, toutes ces équipes-là, pour dialoguer avec le maître d'ouvrage pour que l'outil fonctionne. Donc c'est aussi ce travail derrière que j'aurais bien aimé qu'on mette en avant un petit peu. Et voilà, je pose la question un petit peu, c'est pas vraiment une question, c'est une remarque, et puis c'est une interrogation assez vaste, assez large, qui peut mériter échange. Oui, en fait, je vous remercie de le souligner, et c'est tellement bien, c'est si important que ça a été considéré dans le programme. Alors, d'ici la fin, nous allons avoir un panel qui va justement parler davantage de partenariat, de co-création. Alors, effectivement, il faut que le travail se fasse bien, il faut qu'il y ait un mariage et une compréhension des objectifs. Oui, madame. Bonjour, Marie-Hélène Raymond du Musée national des beaux-arts du Québec. Félicitations pour vos projets. Je serais intéressée à vous entendre justement parce qu'on vient de parler de budget, on a parlé de maintenance et tout. Comment vous calculez votre return on investment, votre ROI? Est-ce que c'est la rétention des visiteurs, le temps passé en salle, l'atteinte de nouveaux publics, plus de retombées économiques pour le musée? Je pense que ça, c'est une grande question que les directeurs posent souvent. Merci. Qui veut répondre? La question piège. Non, c'est une excellente question. Nous, on part un peu d'une page blanche parce que notre ancien musée avait rien à voir. C'était pour le coup un musée de numismatique et qui a fermé il y a 10 ans. Donc, ce qu'on essaye déjà de faire, c'est qu'il n'y ait pas de comparaison entre l'ancien musée et le nouveau parce que ça n'a rien à voir en termes de contenu. Et après, cette question, des ROI et des indicateurs, en fait, c'est une vraie question. Alors, encore une fois, on dépend du ministère des Budgets et des Finances. Du coup, on nous demande beaucoup d'indicateurs chiffrés. Et nous, équipe projet culturel, on va dire, on a un gros travail de pédagogie vis-à-vis de nos directions de n'apporter pas que des indicateurs chiffrés. Évidemment, le quantitatif, il est important, et puis on l'obtient parce qu'on a des outils de billetterie, de fréquentation qui nous permettent d'avoir des statistiques assez précises. Et même dans le numérique, ce que je montrais, on peut savoir dispositif par dispositif lesquels sont les plus consultés, enfin, les langues les plus consultées, c'est des choses qu'on arrive à savoir assez facilement. Maintenant, ces chiffres, déjà, il faut les interpréter, et ça, c'est hyper important. Et puis, il faut aussi essayer d'apporter du qualitatif. C'est vraiment... alors, voilà, nous, on se bat un petit peu là-dessus en interne aussi, d'essayer d'apporter des rapports qui font la part belle aussi au témoignage, aussi à ce que les gens peuvent ressentir, aussi aux expériences, et voilà. Et ça, là, on sort du chiffre, on arrive dans le quali, et c'est malgré tout assez important parce que c'est l'image du musée, elle passe pas uniquement par des fréquentations et des heures, on va dire minutes passées sur les dispositifs. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Et ensuite, on aura le temps d'une dernière question avec monsieur. On conclura là-dessus. Oui. Je vais rajouter un élément. En fait, ce qui est très difficile dans l'univers du numérique, c'est qu'on demande des choses qu'on ne demandait pas avant. Moi, j'ai jamais entendu un scénographe ou un commissaire d'exposition à qui on demandait quel est le ROI de telle exposition qu'il a lancée avant, en fait. Donc, voilà, moi, c'est la première réponse que je fais en général. Je dis, je veux bien y réfléchir, mais dans ce cas-là, tout le monde, sur toutes les activités de la structure, du musée ou du monument. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est effectivement, on a quand même des outils de suivi. Agnès a montré tout à l'heure le livre d'or numérique. Nous, on a ça aussi à la fin. Et c'est super parce que, en fait, ça permet 3 choses. À la fois d'avoir, comme habituellement, un livre d'or, il laisse des commentaires. Et donc, avec de l'analyse sémantique qui donne du qualitatif, on sait dire l'expérience, elle a été appréciée, elle a été enrichissante, etc. Ensuite, on met des modules de médiation, c'est-à-dire qu'on les fait réagir sur du contenu. Donc, ça nous donne aussi des éléments sur qu'est-ce qu'ils ont retenu. Ça, c'est très intéressant aussi, c'est quelque chose qu'on ne mesurait pas avant. Et puis, il y a un module dans ces livres d'or numériques qui permet de laisser son adresse et d'envoyer des questionnaires. Donc, pareil, quantitatifs ou qualitatifs, qui nous permettent d'interroger les publics, de vérifier si on a réussi à diversifier ou pas. Et la troisième réponse, moi, je fais souvent aussi des raisonnements par l'absurde.
C'est-à-dire, oui, on peut réfléchir au ROI, mais et si je n'avais pas mis ça? Et si on n'avait pas mis ces dispositifs numériques, est-ce que quelque part, on n'aurait pas perdu une partie du public qu'on a réussi à faire venir? Est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, on ne serait pas complètement décalé et on n'aurait plus personne qui viendrait sur place? Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. C'est le numérique, on le pense pour une expérience qui est in situ. L'enjeu, c'est un croisement des technologies et de ce qu'on propose sur place pour inciter le visiteur à continuer à venir. Merci. Vous voulez ajouter? Ça va être très bref parce qu'on est vraiment serré dans le temps. Ok, alors je confirme effectivement tout ce qui a été dit. J'ai déjà donné quelques chiffres indicatifs dans ma présentation. Je voulais juste revenir sur une petite anecdote. C'est que le soir du lancement, je circulais entre les différentes personnes, différents groupes dans les salles où il y avait aussi les expériences avec les tablettes en confrontation avec les œuvres originales. Et j'ai entendu un guide qui travaille depuis plus de 20 ans dans le musée s'exclamer en disant oh, c'est un détail que j'avais jamais remarqué. Okay. Et là, je me suis dit que c'était bon. Voilà, ouais. Merci, c'est une belle anecdote. Ça va être la dernière question avec les réponses très brèves. Oui. Oui, je voulais juste revenir sur le rapport avec Google et avec public-privé, parce que finalement, si j'ai bien compris, vos personnages virtuels, vous utilisez aussi un moteur de Google, Google Speech. En fait, qu'est-ce que gagne Google là-dedans, à part se faire mousser en termes d'image et donc redorer son blason au niveau européen, puisque Google n'est pas tellement, a des difficultés quand même avec la loi européenne. Je veux dire, les données, que ce soit les numérisations des tableaux de Bruegel ou alors toutes les données que vous allez faire apprendre à vos intelligences, est-ce qu'ils sont hébergés sur des serveurs chez vous? Est-ce que Google a un droit d'utilisation de ces données? Est-ce qu'on va retrouver par exemple des pubs un jour pour vanter le Google Recognition d'images ou de paroles avec des éléments de vous? Comment vous contrôlez ça? Est-ce que vous avez derrière un contrôle de toutes ces données et de tout ce patrimoine finalement que vous partagez avec eux? OK, on va... Donc, quel contrôle vous exercez sur en 3 mots, parce qu'on a un partenariat avec Google, c'est le cas d'une 50aine, je pense, de musées en France maintenant. C'est des contrats très normés que nous, on a fait valider par le ministère de la Culture et qui nous donnent un droit de regard, aucune utilisation commerciale des images derrière. Et pour donner un chiffre, l'exposition virtuelle de la tapisserie de l'Apocalypse, 300 000 personnes l'ont vue en 24 heures. Sans Google, jamais on touche ces 300 000 personnes.